Eh bien oui, c'est tout bon pour moi. Donc, session webinaire confort d'été. Donc, partenariat ALEC ALTE. Donc, ce soir, donc, Alexis qui sera notre conférencier. Je serai votre modérateur. On travaille tous les deux à l'ALEC, mais sur un certain nombre de sujets, ce sont des co-animations avec les collègues de la LTE qui nous ont aidés donc, dans l'organisation de l'événement de ce soir. Et donc, on l'enregistre et il sera disponible d'ici à peu près, je pense, semaine prochaine sur nos chaînes YouTube. Donc, vous pourrez voir le replay. Donc, comme je vous l'ai dit, les micros, les caméras sont coupés. Les questions sont à poser sur le chat onglet discussion. On prendra normalement 2-3 temps de réponse à vos questions si on arrive en tout cas, à pas être trop en retard. Je continue d'admettre des gens qui arrivent. On peut passer à la suivante. Donc, tu peux faire défiler. Je défile. Voilà, l'ALEC, comme je vous disais, s'occupe de la métropole de Lyon. Nous sommes actuellement 37 salariés. On en recrute d'ailleurs en ce moment. On travaille sur 59 communes donc de la métropole de Lyon, ce qui nous fait à peu près 1 400 000 habitants. Donc, on a de quoi s'occuper. Et les collègues donc, de la LTE sont actifs sur le reste du Rhône avec un certain nombre de permanences décentralisées sur des collectivités territoriales du reste du Rhône. Donc, on est membre du réseau national France Rénov'. Alors, vous avez peut-être vu de la publicité pour ce réseau. C'est un réseau qui a changé de nom plusieurs fois, qui a été connu à un moment sous le nom des espaces info énergie. Et donc, on est le seul réseau en France à faire du conseil gratuit indépendant sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et donc, il ne faudra pas hésiter à contacter nos conseillers pour plus d'informations à la fin après ce webinaire. Je te laisse passer la suivante. On y va. Alors, vous avez donc vu que ce que je vous disais, les espaces info-énergie ont démarré en 2001, d'ailleurs, il me semble. C'était donc les espaces info-énergie, le réseau FER en 2015, aujourd'hui le réseau France Rénov'. Mais en gros, le service reste équivalent. Le but, c'est de fournir un maximum d'informations aux particuliers et aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur logement, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété. Donc, on a fait des webinaires sur l'isolation, on en a fait sur les matériaux biosourcés, sur les systèmes de chauffage, on a fait des focus sur le bois, sur le solaire, sur plein de choses. On fait plusieurs sessions par an sur les aides financières. Et donc, ce soir, confort d'été, puisqu'évidemment, ça va devenir une problématique de plus en plus récurrente avec les étés de plus en plus secs qui sont prévus, notamment sur notre territoire. Le service public donc, de la performance énergétique de l'habitat. On a en tout sur nos deux structures plus de 30 conseillers donc, qui sont là pour répondre à vos questions de façon gratuite, sans intérêt commercial. C'est vrai que ça, c'est important parce que quand vous allez sur des foires et des salons, évidemment, les gens essayent de vous vendre ce qu'ils ont en rayon. Alors que nous, on n'est pas là pour faire la publicité de telle ou telle marque, de tel ou tel artisan. On va être là pour vous aider à la fois un accompagnement technique et un accompagnement sur les aides financières, puisqu'il existe des aides à la fois au niveau national et éventuellement aussi au niveau local. Donc, on peut passer à la suivante. Et puis, là, je vais te passer la main, cher collègue. C'est parti. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va aborder effectivement la notion du confort d'été, avec une petite session de questions-réponses, les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été, la même chose, des questions-réponses, mais rapides, s'il vous plaît, via le chat. Et enfin, on abordera les systèmes de rafraîchissement passif et les bons usages liés à la climatisation et une petite conclusion. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Donc, effectivement, les surchauffes augmentent en durée et en fréquence sur le territoire. Donc, comment définir le confort d'été? Le confort d'été, en fait, c'est un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour réduire la surchauffe estivale qui rend vraiment inconfortable un logement. Donc, ces paramètres sont liés d'une part à la conception du logement et à sa gestion. Et évidemment, nous sommes des êtres humains, donc
plusieurs paramètres influent justement sur le confort thermique, hein, la vitesse de l'air et sa température, la température des parois, le rayonnement solaire sur l'occupant, la tenue vestimentaire, évidemment, l'activité exercée, hein, et puis l'âge, évidemment, et l'état de santé des occupants. Hein, ce sont des aspects, on va dire, physiologiques. Alors, pourquoi et comment se protéger de la surchauffe estivale? Eh bien, entre juin et septembre, mais surtout quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure de confort souhaité. Et évidemment, pour éviter l'installation de systèmes actifs de rafraîchissement comme les climatisations. Donc, il faut évidemment concevoir ou rénover un bâtiment qui empêche au maximum la chaleur de pénétrer. On va aborder le sujet après. Évidemment, à l'intérieur, c'est de mettre des habitudes en place, hein, les usages, pour éviter de générer de la chaleur à l'intérieur, qui serait donc néfaste et qui ferait une augmentation de température à l'intérieur du logement. Voilà, mettre également des bonnes habitudes, hein, pour se protéger de la chaleur au bon moment et favoriser un renouvellement d'air, hein, pour déstocker, pour évacuer cette chaleur. Et évidemment, installer des systèmes passifs, hein, performants, le cas échéant, on abordera ça juste après. Alors, comment concevoir, rénover un bâtiment performant pour optimiser le confort d'été? Il y a ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, lorsqu'on est en développement, en création ou même en rénovation, via des audits énergétiques, on peut faire une simulation thermique dynamique, une STD. Le but, en fait, est de modéliser dans la réalité du logement l'évolution du confort thermique du bâtiment en fonction de la saisonnalité et de son environnement extérieur. C'est-à-dire qu'il prend en compte vraiment l'occupation et l'usage réel du bâtiment. À quelle température souhaitez-vous atteindre un rafraîchissement? Quelles sont les heures d'occupation dans le logement, les heures de vacances, par exemple? Et c'est évidemment pour identifier les risques d'inconfort et la surconsommation énergétique du fait du besoin de rafraîchissement. Vous avez quelques photos en dessous, on aperçoit une modélisation d'une maison avec les masques liés aux arbres, hein, qui apportent un confort thermique. Et à droite, vous avez les courbes, hein, la partie orange au-delà de 28 degrés, hein, parce qu'on considère qu'un inconfort thermique est au-delà de 28 degrés, eh bien, vous ressentez l'inconfort si des paramètres ne sont pas traités comme les vitrages, comme les brise-soleil, comme les végétaux, etc. Voilà, on l'abordera après. Mais la STD est une partie vraiment assez intéressante pour aborder le réel. L'orientation, évidemment, du logement, hein, c'est-à-dire que, évidemment, la courbe du soleil fluctue au fil des saisons, hein. En hiver, le soleil est bas, et donc forcément, on capte de l'énergie. L'été, le rayonnement solaire est très important, hein. L'été, l'angle peut atteindre 68 degrés. Donc, les toitures, par exemple, les Velux sont en première ligne. De même que les façades orientées est-ouest, hein, l'été, sont vraiment les premières impactées. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, évidemment, l'apport de végétaux, d'arbres, de pergolas vont participer justement à améliorer le confort d'été. Alors, il y a évidemment ce paradoxe été-hiver, hein, où l'été, les façades est et ouest sont impactées, donc il va falloir s'en protéger, hein, alors que l'hiver, eh bien, voilà, elles sont peu impactées, et c'est plutôt les façades sud, hein, qui apportent un apport solaire à travers les baies vitrées et les vitrages, par exemple. Alors, les protections solaires, hein, les notions générales, évidemment, c'est protéger les fenêtres en priorité, comme je l'ai dit, hein, au sud, évidemment, et surtout à l'est et à l'ouest, hein, au lever du soleil et lorsque le soleil commence à tomber en période estivale, évidemment, il faut s'en protéger. Privilégier les protections solaires extérieures, hein, c'est bien souligné extérieures et non intérieures, pour plus d'efficacité, car un store situé en façade préserve mieux de la chaleur qu'un store placé à l'intérieur. Évidemment, un store placé à l'intérieur, vous n'allez pas
diminuer l'apport thermique qui vient de l'extérieur. Et en plus de ça, vous allez, si vous voulez fermer complètement, eh bien, il fait noir et il faut allumer la lumière, ce qui provoque une surconsommation électrique du fait de l'éclairage. Et il faut opter également pour des couleurs claires, comme mon t-shirt, voilà, qui réfléchissent la lumière et la chaleur, du blanc, du jaune, de l'orange. Voilà, ça c'est important. Les différents types de protection, vous avez les BSO, les brise-soleil orientables, que l'on voit ici au milieu, qui permettent d'avoir un apport de lumière, mais de se protéger de l'effet thermique. Et vous avez les protections traditionnelles, les volets sur glissière, que l'on voit beaucoup sur les bâtiments, les persiennes, les volets, etc. Voilà. Donc, évidemment, le bon sens veut que voilà, le matin, lorsque l'on quitte la maison, on ferme les volets de façon à se protéger des apports thermiques extérieurs. La création d'ombre, voilà, quand le soleil est au zénith, c'est important. Voilà, l'idéal, c'est de placer des stores au-dessus des baies vitrées, des stores assez larges pour éviter justement l'apport direct du soleil dans les vitrages, qui amènerait une surchauffe, comme on peut le voir sur la gauche. Donc, il suffit d'élargir l'auvent pour éviter ce phénomène. Et côté est-ouest, évidemment, en plein été, avoir justement des auvents plus larges qui masquent l'apport solaire ou un écran végétal, des végétaux, des claustras, une pergola pour apporter justement un ombrage sur la baie vitrée. Évidemment, les toitures avec une certaine inclinaison, dotées de Velux, sont en première ligne également. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de faire poser des volets extérieurs pour s'en protéger au maximum. Voilà, donc ça, c'est une des solutions en fonction de la hauteur du soleil. La partie importante, évidemment, c'est l'enveloppe de la maison, c'est-à-dire l'isolation, parce que c'est tout aussi important que l'hiver. Les isolants apportent un plus justement en termes de confort d'été, dès lors, par exemple, que l'on favorise une ITE, une isolation par l'extérieur du bâti, de façon à conserver au maximum l'inertie des parois existantes. Donc, il y a différents matériaux qui participent et qui sont recommandés justement pour améliorer ce confort thermique sur l'enveloppe. On va les aborder juste après. Donc, il y a des performances thermiques minimales pour le confort, pour les aides financières, vous les voyez apparaître. Pour l'isolation de la toiture, le niveau minimal, c'est une résistance thermique de 7. Le niveau performant, voilà, on peut aller au-delà de 7 évidemment, par exemple 10. On va privilégier, par exemple, pour le confort d'été, de la fibre de bois pour la toiture. 24 cm de fibre de bois, par exemple. Pour les murs, il faut une résistance de 3,7. On peut partir également sur des matériaux biosourcés comme de la fibre de bois, du biofib, de la ouate de cellulose, par exemple. Pour le plancher bas, on peut également jouer sur du biosourcé sur cette surface. On est au minimum. Et les vitrages, évidemment, il y a des performances thermiques, le coefficient UW qui doit être le plus petit possible et le SW qui doit être supérieur à 0,30. J'entends des micros ouverts. Voilà, si vous voulez bien les couper. Et puis voilà. Donc une façade orientée ouest, on va essayer de minimiser, vous voyez, le coefficient SW de 0,30, c'est-à-dire être à 0,30, pas au-delà, pour minimiser l'apport solaire à travers le vitrage, par exemple. Voilà, le biosourcé, on l'a évoqué.
Et une notion vraiment fondamentale pour le confort d'été, pour les isolants, c'est l'importance du déphasage thermique. Le déphasage thermique, en fait, ça dépend de l'inertie du matériau. Hein. Le déphasage, c'est en fait un matériau accumule de la chaleur et va en différer la restitution en fait, à l'intérieur de la pièce de vie. Vous voyez les courbes ici sur l'écran. Hein, les courbes rouges, c'est la température extérieure hein, qui atteint son pic. Vous voyez, à 14 heures, on est à 34 degrés, alors que le matériau va être à son pic 5 heures plus tard, à 20 heures, pour atteindre 28 degrés. Donc cette notion de déphasage, c'est ça en fait. Hein, c'est le décalage, un temps différé de restitution des calories. Voilà. Et en fonction des matériaux, hein, c'est-à-dire la courbe bleue, hein, eh bien, cette courbe peut être plus ou moins plate, hein, ce qu'on voit sur la droite, hein, des matériaux comme le béton de chanvre, justement, qui a un déphasage plutôt excellent. Hein, voilà, et évidemment, pour ce type de matériaux ayant un bon déphasage thermique, plus long dans la durée, eh bien, vous avez moins cette sensation de surchauffe. L'environnement autour du bâti, évidemment, essayer de poser, de planter des plantes grimpantes hein, pour apporter du rafraîchissement, également des feuilles, des arbres à feuilles caduques hein, qui tombent en automne et qui apportent justement, comme on a vu dans la diapo précédente, un ombrage hein, sur les vitrages hein, ou sur les parois, ou de la treille. Également une pergola hein, végétalisée au sud, hein, ça a tout son intérêt. Voilà, c'est pas très onéreux et ça permet d'apporter gros justement sur éviter les surchauffes. Ou par exemple des haies qui apportent un rayon, enfin un écran à l'est et à l'ouest. Et des arbres devant une baie vitrée sud et est, par exemple. Voilà. Donc toute cette notion de bioclimatisme a tout son sens lorsque l'on évoque évidemment le confort d'été. Et encore une fois, dans une simulation thermique dynamique, hein, l'idée d'apporter voilà, un plus au niveau des végétaux. Y a-t-il déjà quelques questions Je n'ai pas l'impression. Pour l'instant, non, c'est vrai qu'on aurait pu rappeler que que les questions vont être à poser au fur et à mesure qu'on en ait un petit stock au moment de la pause. Alors, ça y est, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Alors, mur de maison en mâche fer, est-ce que vous pouvez préciser la question? Ouais. Comment isoler un mur, enfin, comment améliorer l'isolation d'un mur de maison en mâche fer? Est-ce que c'est la question? Marianne? Ah ben voilà, il y a Oui, je plein de pense que questions qui arrivent. pour un mur mâche-fer, pour le confort d'été, évidemment, vous pouvez partir sur de la fibre de bois, hein, la fibre de bois en isolation par l'extérieur ou en intérieur, hein, évidemment, pour améliorer le confort d'été. Du pisé également, hein, sachant que là, pour du pisé, il faut absolument un matériau perspirant hein, qui évacue la vapeur d'eau, donc des matériaux biosourcés, fibres de bois, biofibres, ouate de cellulose. Hein. Peut-on bénéficier d'une aide financière pour de l'isolation extérieure? La réponse est oui. Hein. C'est en fonction de vos revenus, du revenu fiscal de référence. Mais sachez que dès lors que vous optez pour une rénovation globale, hein, une rénovation sur l'enveloppe du bâtiment, les systèmes, chauffage, eau chaude, vous avez des aides qui sont majorées et des aides locales qui peuvent être assez importantes hein, sur la métropole et sur le Rhône. On va le rappeler, on le dira sûrement plusieurs fois pendant la session, mais là, évidemment, on ne va pas avoir le temps de faire du conseil sur mesure. Par contre, nos conseillers sont là pour vous aider. Vous aurez les coordonnées à la fin de la présentation et évidemment, n'hésitez pas
si vous avez des projets, appelez nos conseillers qui pourront vous répondre, vous envoyer des documents ou vous recevoir en rendez-vous dans nos locaux. Alors, sur la partie pourquoi isoler le sol pour l'été, c'est vrai qu'effectivement, ça sert peut-être plus pour l'hiver que pour l'été. Il est vrai que moi, dont le sol n'est pas isolé, autant c'est très inconfortable l'hiver, autant au rez-de-chaussée, c'est vrai que l'été, c'est pas si mal, mais c'est vrai qu'on est en France, on a la double problématique. Avant, on raisonnait essentiellement isolation en termes de confort hivernal. Et on s'aperçoit qu'on a des hivers qui ont tendance à devenir de plus en plus doux et par contre des étés de plus en plus chauds. Donc c'est vrai qu'il faut aussi arriver à trouver un optimum. Et on verra qu'il y a d'autres solutions pour amener du frais. On en parlera dans les prochaines diapositives. Et effectivement, et le sol peut apporter justement du frais. Voilà, un sous-sol, vous laissez ouvert les portes, vous ouvrez les fenêtres en haut si c'est une maison à étage et vous faites un effet cheminée. En fait, vous évacuez la surchauffe comme ça, mais effectivement, on isole pour l'hiver, hein, effectivement, l'été, moins d'intérêt. Alors, une question sur la végétalisation. Donc, est-ce qu'elle est recherchée uniquement pour faire de l'ombrage sur les fenêtres baies vitrées ou sur toute la façade du mur? En fait, je peux répondre éventuellement sur cet aspect-là. En fait, sur les baies vitrées, c'est vrai que une baie vitrée isolera toujours moins qu'un mur. Donc, c'est vrai que déjà, c'est une première chose d'isoler, de limiter, on va dire, les apports solaires entrants. Mais on peut végétaliser les façades du mur et on s'aperçoit, par exemple, sur de la végétalisation assez dense comme de la vigne vierge, qu'on arrive à avoir des différences de température en été entre un mur classique et un mur recouvert de vigne qui sont vraiment de plusieurs degrés. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, après, l'inconvénient de la vigne, c'est que quand elle est arrivée au niveau du toit, elle risque il faut l'entretenir un minimum parce que c'est vrai que quand elle est bien, ça pousse assez fort. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on peut mettre. Hein. Vous avez de la vigne aussi, comme sur la photo, de la vigne qui peut faire des raisins. On peut mettre éventuellement des bignonnes. Il y a pas mal d'options, des plantes grimpantes. Il en existe quand même un certain nombre. Puis après, comme tu disais, Alexis, sur les arbres, on va plutôt être sur des arbres à feuilles caduques. Effectivement. Voilà, qui apporte un volume végétal et puis ce qu'on appelle l'évapotranspiration des plantes, qui apporte un certain rafraîchissement aussi. Et puis, c'est les feuilles tombent et donc en hiver, vous avez l'apport solaire justement du fait qu'il n'y ait plus de volume de feuilles. C'est ça tout l'intérêt aussi de la végétalisation. C'est double effet. Question de panneaux solaires. Des panneaux solaires en surimposition sur mon toit. Alors évidemment, du toit orienté sud ou ouest, mais évidemment, lorsque ça tape, les chaleurs sont très élevées sur la toiture. Donc évidemment, c'est de l'air chaud. Donc pour s'en protéger, c'est pas l'air, c'est vraiment l'isolant biosourcé, comme de la fibre de bois en toiture, qui va vraiment participer à ça, voilà, avec une bonne étanchéité à l'air, évidemment. Mais voilà, faut pas s'attendre justement à avoir que ce soit magique, évidemment. Vous allez pas, il fera pas 20 degrés sous la toiture, mais vous allez diminuer l'effet chaleur quand même avec ces isolants biosourcés. Sur les panneaux solaires, eux-mêmes vont faire de l'ombre au toit, donc de fait, ça chauffe pas mal que de la tuile classique. Et sur de la surimposition, si l'air passe un peu dessous, on va dire que ça limite le réchauffement des panneaux, qui entraîne une baisse de rendement des panneaux. Donc c'est vrai que moi qui suis équipé de panneaux par contre qui ne sont pas en surimposition, qui sont intégrés dans la toiture, effectivement, on peut avoir une petite baisse de rendement quand les panneaux chauffent trop en été. Effectivement. Quel type d'arbres planter voilà, des arbres mellifères, des plantes méditerranéennes, des lauriers. Tout ce qui va être, qui craint pas la chaleur, évidemment. La vigne, faut plutôt opter ce type de végétaux, effectivement. Les figuiers, tous les figuiers, voilà. Ouais. On voit qu'il y a un certain nombre de parcs, et notamment pas très loin de chez moi, le parc de Paris. Ils ont eu beaucoup d'arbres qui sont morts avec les sécheresses de ces dernières années. Et ils sont en train de repartir sur des espèces
méditerranéenne, on va dire, beaucoup plus résistante à la sécheresse. Ça, bon, c'est vrai qu'on peut trouver des listes sur Internet, mais en gros, ça va être essentiellement les espèces méditerranéennes ou d'Aquitaine qui sont en train de remonter vers le nord parce qu'elles sont plus adaptées à la sécheresse. Voilà, des espèces d'arbres mellifères qui produisent du pollen et du nectar pour les abeilles, quoi, aussi. On peut joindre l'utile et l'agréable, les érables, les châtaigniers, clémentiniers, voilà, c'est toujours. Les arbres qui nous donnent à manger aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être joindre l'utile à l'agréable, effectivement. Les plantes grimpantes, mais on l'a abordé effectivement, mais c'est vraiment un bon levier pour éviter de subir les surchauffes, effectivement. Et puis du bambou, pourquoi pas, ouais, bambou, c'est assez volumineux, à bien gérer aussi, évidemment, soit dit en passant, mais oui. Voilà. On enchaîne? Je te propose qu'on enchaîne, et puis de toute façon, s'il y a d'autres questions sur cette partie, vous pouvez toujours les poser à la fin. Alors, les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été, évidemment, c'est de mesurer les températures intérieures et extérieures. Avoir donc 2 thermomètres, un thermomètre chez vous à l'intérieur et un thermomètre à l'extérieur. Évidemment, lorsque la température à l'extérieur est supérieure à la température intérieure, eh bien, on ferme les volets, on se protège, évidemment, c'est du bon sens. Et dès lors que la température extérieure est 2 degrés en dessous de la température intérieure, à ce moment-là, on peut ouvrir ses fenêtres et apporter de l'air plus frais. Voilà, donc n'oubliez pas 2 thermomètres c'est très simple pour apprécier rapidement le delta de température. Évidemment, l'idéal, c'est de faire du traversant pour déstocker l'air chaud, pour évacuer l'air chaud. On ouvre les fenêtres est et nord, ouest et sud. On fait du traversant. Ou comme je disais, justement, si c'est une maison à étage, on ouvre les fenêtres du haut pour faire un effet cheminée, que la surchauffe s'évacue par le haut, évidemment. Et maîtriser l'utilisation d'appareils qui émettent de la chaleur. Alors j'ai envie de dire, c'est de l'anticipation. Voilà, c'est-à-dire, lorsque l'on sait qu'il va faire très chaud, évidemment, pour un four, par exemple, c'est d'éviter de faire une pyrolyse qui fait monter la température dans la cuisine à un niveau très élevé. Et de ce fait, va entraîner une surchauffe, en plus de l'apport solaire, par exemple. Éviter tous les appareils, toutes les veilles, tout ce qui apporte et qui émet de la chaleur et de la surconsommation électrique, évidemment. Donc, la cuisine est un îlot assez important pour limiter les surchauffes, privilégier la cuisine d'été, des plats frais, voilà, pour limiter les surchauffes et éviter de faire tourner le four, ou avec modération, voilà, quand c'est possible. Voilà, faire la chasse aux veilles, évidemment, parce que ça envoie des joules, des calories dans le logement. Par exemple, ici, vous voyez les appareils qui émettent de la chaleur. Par exemple, une machine à laver, eh bien, ça équivaut, pendant 1 heure et demie de fonctionnement, ça équivaut au fonctionnement d'un radiateur 2000 watts pendant 1h30. Un four voilà, qui tourne 36 minutes, ça équivaut à un radiateur électrique d'1 kilowatt. Le réfrigérateur, évidemment, vous ne le coupez pas, mais voilà, 48 minutes, c'est la même chose qu'un radiateur électrique. Si vous laissez la télévision tourner en permanence, eh bien, je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez impressionnant. Donc, vous voyez, tout ça mis bout à bout, voilà, ça participe à la surchauffe intérieure du logement. Et donc, c'est toute cette chaleur que vous devez dissiper, en plus de l'apport solaire dans les vitrages. Voilà. Voilà, évidemment, maîtriser l'émission des chaleurs des appareils comme le ballon d'eau chaude, un petit manteau voilà, pour ce qui dégage évidemment des calories lorsqu'il chauffe. Donc, calorifuger les canalisations avec de la mousse. Voilà, ce sont ces petits détails. Alors, peut-être pas pour le ballon d'eau chaude, évidemment, mais ça ne coûte pas bien cher. Et puis, voilà, ça permet, tout ça mis bout à bout, d'y gagner.
Voilà, est-ce qu'il y a déjà quelques questions sur les usages, les appareils Je ne pense pas. Sylvain, tu vois quelque chose venir? Je ne vois rien venir. J'ai Non, mes lunettes de soleil, mais je ne vois et rien. voilà, voilà. Je vous mets juste un petit lien là concernant justement quelques espèces d'arbres adaptés au réchauffement climatique et à la sécheresse. Super. Merci Sylvain. On enchaîne? Ouais, bah là, du coup, Ah, je ne sais pas, je pense. effectivement, tu peux enchaîner. Alors, nous allons aborder les systèmes passifs et les bons usages de la climatisation. Évidemment, on a compris, l'idée, c'est de se passer de la climatisation, hein, qui apporte une surconsommation électrique. Alors, le renouvellement d'air, évidemment, c'est important par une VMC, une ventilation mécanique. Là, vous avez la double flux, hein, qui permet justement, la double flux, c'est un échangeur, hein, c'est-à-dire l'air sortant qui est chaud, l'air sortant cuisine, salle de bain, hein, qui est chaud, va réchauffer l'air rentrant qui est froid, hein. Donc ça, c'est intéressant en hiver, hein. Et l'été, vous avez la possibilité donc de bypasser cet air sortant qui est chaud et qui réchauffe l'air rentrant, hein, c'est-à-dire de faire entrer uniquement l'air nocturne, l'air frais dans le bâtiment. Voilà, donc ça apporte un certain rafraîchissement grâce à une VMC double flux. Évidemment, des doubles flux, il n'y en a pas partout, hein. Donc, voilà. Après, c'est une VMC simple flux, voilà, mais qui ne participera pas à rafraîchir le bâtiment. Le principe du bypass, voilà, vous l'avez ici sous vos yeux, hein, on voit bien l'échange de calories, hein, donc la partie droite en été, où vous voyez en bleu l'apport d'air frais directement insufflé dans l'habitat. Voilà, donc un apport d'air à 18 degrés, par exemple, dans les pièces de vie. Ce n'est pas négligeable et ça permet justement également une qualité d'air intérieur. Une autre solution, hein, le puits canadien ou le puits provençal, hein, voilà, c'est de profiter de la température constante du sol qui est entre 12 et 14 degrés. Hein. C'est-à-dire que ce sont des tubes qui sont à 2-3 mètres de profondeur, qui captent les calories constantes du sol, hein, et par le biais d'une VMC double flux, eh bien, insuffle de l'air frais, voilà, dans le logement. C'est tout l'intérêt justement du puits canadien ou du puits climatique dans un logement. Voilà, donc on est vraiment sur des tubes enterrés qui amènent justement ce transfert de calories. Alors un système peut-être plus simple, j'en conviens, hein, en rénovation, c'est de brasser l'air avec des brasseurs d'air, hein, voilà, au lieu d'une climatisation, hein, ça permet de gagner en confort sans avoir recours à une clim, et ça permet de gagner 2 à 3 degrés justement de fraîcheur l'été. Hein, donc, ce type d'appareil, bon, attention évidemment à la hauteur sous plafond, hein, ça va de soi, avec un régulateur, et puis voilà, ça vous permet de rafraîchir la température du volume. Voilà, ça permet de brasser, d'abaisser la température ressentie de 2 à 3 degrés, effectivement. Et avec un régulateur, ça peut être vraiment la bonne solution. Et sont plus efficaces, évidemment, que des ventilateurs sur pied, moins bruyants, hein,
Et puis, évidemment, vous pouvez aussi apporter un plus en mettant un linge mouillé qui diffuse les gouttelettes, la fraîcheur justement dans l'habitat. Alors, les inconvénients d'une climatisation, eh bien, ça oblige à vivre fenêtres et portes closes, hein. Donc, évidemment, certains appareils sont bruyants, hein, donc attention au voisinage. Les coûts d'achat d'installation ne sont évidemment pas négligeables, hein, pour une climatisation ou une pompe à chaleur réversible, hein, qui fasse le chaud et le froid. Et évidemment, vous allez avoir qui dit climatisation, dit surconsommation électrique, hein, ça, c'est loin d'être négligeable, hein. L'énergie électrique, aujourd'hui, on est à 17 centimes d'euros le kilowattheure en moyenne, et il faut s'attendre, alors on n'a pas de boule de cristal, mais il faut s'attendre à une hausse très probable ces prochaines années, hein. Et évidemment, ça participe à augmenter la consommation d'énergie, hein, à un moment où voilà, il faut justement apporter des capacités de production électrique en modèle réduit. Ça peut provoquer également des chocs thermiques, voilà, passer de l'intérieur vers l'extérieur, hein, pour sa santé. Voilà, évidemment, après, les personnes fragiles, voilà, qui ont besoin d'un certain rafraîchissement, évidemment, il faut poser une climatisation, mais en ayant au préalable, évidemment, vous l'avez bien compris, isolé avec des matériaux performants, les murs, poser des protections solaires également, hein. Voilà, et la température doit être, la pièce doit être à une température de 26 degrés au plus bas, hein, et pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur, hein. Évidemment, voilà, en hiver, eh bien, on se chauffe à 26 degrés, et si on est en dessous de 26, voilà, en été, ça peut impacter, ça peut engendrer une surconsommation électrique liée à la climatisation. Alors, il y a des étiquettes énergétiques, hein, pour ce type d'appareil. Il faut privilégier justement des appareils à faible consommation. Donc, voilà, étiquette A, évidemment, hein, A+ aussi, hein. L'idée, c'est évidemment de ne pas le faire vous-même, c'est de passer par un professionnel, hein, qui est habilité à poser ce type d'appareil, hein, parce qu'il y a des fluides frigorigènes, hein, qui sont évidemment, il faut être habilité, et des fluides qui sont nocifs pour l'environnement. Donc, passer par un professionnel et anticiper justement les coûts de façon à ne pas être surpris. Voilà, vous avez le lien, mais évidemment, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais vous le retrouverez lorsque ce sera enregistré. Différents systèmes de climatisation, vous connaissez voilà, les monoblocs pour lesquels évidemment il faut laisser les fenêtres ouvertes, hein, ce qui est en soi dommage parce que ça fait un apport de chaleur, hein, qui n'est pas négligeable évidemment, ça procure du bruit, ou les splits, voilà, fixés au mur, mais ça suppose d'avoir un module extérieur, hein, donc attention au voisinage, au bruit, voilà, à placer à un endroit, on va dire, assez stratégique. Mais évidemment, ces systèmes, comme je l'ai dit, sont énergivores électriquement parlant. Vous avez aussi les pompes à chaleur mixtes, hein, air-eau, hein, avec du plancher chauffant et rafraîchissant, ou air-air, voilà, détente directe, voilà, donc ce qu'on appelle les PAC, les pompes à chaleur, mais voilà, à utiliser avec parcimonie. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a déjà. Effectivement, il y a un certain nombre de questions. On a une première question donc, sur le combien d'euros on
évalue le gain entre une simple et une double flux. Donc là, ça serait le cas d'une maison de 40 ans de 200 mètres carrés. Je ne sais pas si tu peux, on va dire, si on a des chiffres un peu au doigt mouillé, mais Alors, le gain entre une simple et une double flux, c'est évidemment à combien d'euros. Alors, le budget, alors déjà, le budget d'une VMC simple flux, ça aussi entre 1000 et 2000 euros, hein. Voilà, une double flux, on est plutôt entre 7 et 10 000 euros, hein, pour donner une idée de budget. Mais évidemment, on n'est pas sur un même système, hein. Une VMC simple flux se pose au point le plus haut, et puis ce sont des gaines, hein, qui vont chercher l'humidité des pièces humides. Une double flux, on est dans un local tempéré, au moins à 16 degrés, donc on n'est plus dans les combles, hein, et ça suppose d'avoir des gaines rigides pour le bruit, et voilà, et ça se pose dans un placard, un faux plafond, et puis voilà, le gain, c'est vraiment, voilà, l'hiver, ça permet de préchauffer les chambres, par exemple, avec un poêle, hein. J'ai pas parlé de chauffage, mais de préchauffage, hein. Et l'été, ça permet, comme je l'ai dit, d'apporter un rafraîchissement nocturne, hein, voilà, par cette VMC. Mais voilà, ça se pose pas n'importe où, chaque cas est différent. Si c'est une maison à étage, par exemple, ce sera plus compliqué, évidemment, hein. Et puis les réseaux, la longueur de réseau aussi peut impacter le prix, hein. Donc, voilà. alors, on a une question sur y a-t-il beaucoup de puits canadiens installés sur Lyon? Je crois que la réponse elle est assez simple. Je ne pense pas que ça représente un gros volume des questions que vous ayez à l'espace info. Je ne sais pas depuis que tu es conseiller si tu en as déjà eu sur ce sujet-là. Non, pas C'est du vraiment, tout. voilà, donc il y en a assez peu. Je connais quelques informations. Donc, il y en a eu qui ont été faites sur des bâtiments collectifs, notamment quand on visait vraiment aller sur de la très haute performance énergétique et puis un peu du test. Ça reste néanmoins un système intéressant, mais qu'on peut essentiellement, on va dire, installer sur du neuf, sur de la construction. C'est-à-dire que quand vous avez des engins de terrassement, à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour enterrer votre puits canadien à peu près 2 mètres de profondeur. Mais c'est vrai que sur la rénovation, quand vous avez déjà un jardin installé, c'est quand même assez compliqué de venir installer un puits canadien. En tout cas, moi, j'ai un ami qui l'a fait il y a je sais pas, une dizaine d'années, 10-15 ans, parce qu'il avait été intéressé justement par l'idée que je lui avais présentée en espace info énergie. Et effectivement, il en est très satisfait puisqu'il gagne 4 à 5 degrés aussi bien en été qu'en hiver. Mais c'est vrai que ça reste encore quelque chose qui est une technologie qui est relativement peu connue. Et on espère que ça va se développer. Exactement, exactement. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les puits canadiens, donc il faut faire attention, notamment, il y a l'histoire du radon, qui est un gaz qui peut être qui est nocif voilà, à une certaine concentration. Et donc, voilà, il faut faire des études sur la présence de radon dans le sol aussi. Alors, on nous pose la question, l'ouverture de la cave sur l'espace de vie est-il envisageable? Quid de la pollution des sols? Ah oui, alors là, évidemment, si on parle de radon, il faut être vigilant à ce niveau-là. Il faut une bonne étanchéité, il faut faire une étude, hein, évidemment, d'abord. Il faut une bonne étanchéité aussi. Mais si présence de radon, voilà, il faut justement, pour une bonne qualité d'air, pour sa santé, évidemment, l'idée, c'est de minimiser cet apport aussi venant des sols. Et on a des entreprises, Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées, qui font d'ailleurs les mesures de radon, hein, qui peuvent tout à fait. voilà, il y a des seuils évidemment à ne pas dépasser, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, effectivement, on a une très bonne remarque de Laurence qui nous dit le plus gros inconvénient de la clim, c'est surtout qu'elle rejette de la chaleur. Si nous, effectivement, on essaye de faire en sorte de conseiller aux gens de se passer de la clim, c'est qu'elle présente quand même plusieurs inconvénients. D'abord, elle rejette de la chaleur, et si l'évacuation de la chaleur est mal faite, moi, je vois quand même des magasins en plein centre de Lyon qui ont des clims portables et qui rejettent la chaleur par la porte d'entrée entrouverte sur 10 ou 15 cm. Donc, en gros, ils climatisent la rue. Donc, ça, c'est déjà pas terrible en termes de performance. L'autre inconvénient, c'est qu'avant, on avait des pics de consommation d'électricité en hiver à cause du chauffage électrique. On en a maintenant à cause de la clim en été. Et
on sait qu'on aura une baisse de niveau des cours d'eau et des nappes d'eau. Le problème, c'est qu'il va y avoir à un moment une concurrence pour la ressource en eau, qu'elle soit pour l'agriculture, qu'elle soit pour les énergéticiens, que ce soit les barrages ou le refroidissement des centrales nucléaires, que ce soit pour les gens qui respectent l'environnement et qui, voilà, quand on voit quand même que les poissons, par grosse chaleur, toute la faune aquatique a du mal à supporter les grosses températures. Donc, c'est vrai que voilà, on essaye de proposer des solutions alternatives à la clim. Normalement, en France, si les bâtiments étaient bien conçus, on ne devrait pas trop avoir besoin de la clim, sauf à la limite sur des maisons de retraite, sur des bâtiments, on va dire, où les personnes sont plus fragiles. Le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de bâtiments ont été mal conçus, mal isolés, avec peu de protection ou pas du tout de protection solaire. Conçus à une époque où l'énergie coûtait pas cher, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de changement climatique. On est en train d'éclater des niveaux de température en Inde et dans les pays limitrophes. Donc, même en France, on prévoit des baisses de niveau des eaux, des augmentations de température estivales importantes. Et voilà, il faut faire en sorte que la clim ne vienne pas encore augmenter les consommations d'énergie. Et puis, dernier problème de la clim, elle utilise des fluides frigorigènes qui sont la plupart du temps néfastes pour l'effet de serre, avec des potentiels de réchauffement bien plus importants que le CO2. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va climatiser, plus on va réchauffer la planète. Donc, voilà, quand on n'a pas de solution alternative, qu'on a des personnes fragiles, voilà, pourquoi pas, mais il faut essayer quand même le maximum de trouver des alternatives. Alors, Exactement. Et puis, oui, dans les locaux médicalisés, les EHPAD, enfin, par exemple, voilà, ils mettent la clim à 20 degrés, voilà, donc ils se retrouvent à avoir froid, on met des pulls, enfin, c'est complètement idiot, hein, finalement. Donc, voilà, il y a un moment, faut être raisonnable. Et puis, voilà, en hiver, il ne fait pas 20 degrés, il fait 20, 25, 26 et on est bien. Et puis, voilà, il faut être cohérent, hein, alors là, on jusqu'au commence bout. à avoir des usines qui font ce qu'on appelle de la cogénération ou de la trigénération, qui font en fait des productions de plusieurs formes d'énergie simultanées, donc ce qui permet d'améliorer les rendements. Et par exemple, on peut faire du chauffage et de l'électricité à un certain moment de l'année, éventuellement du rafraîchissement et de l'électricité à d'autres moments de l'année. Donc voilà, j'ai visité au Portugal une usine de trigénération où ils faisaient à la fois du froid, du chaud, de l'électricité. Et notamment, même en hiver, on peut avoir besoin de refroidir, par exemple, des data centers, des locaux de serveurs informatiques. Donc, en tout cas, quand on récupère la chaleur qui peut être dégagée par certains systèmes, ça peut permettre de faire du chauffage, d'améliorer les rendements. Mais en tout cas, voilà, on essaye de proposer d'autres alternatives, en tout cas dans le cadre des logements. Alors, l'installation de type puits canadien est-elle envisageable sur un immeuble d'appartement? Pour les raisons que je viens d'invoquer, ça semble assez compliqué quand même. C'est sûr. On pourrait le faire sur un immeuble passif, mais il faudrait vraiment que ça soit que d'abord les besoins soient faibles, qu'il y ait de la surface pour enterrer des tuyaux. Donc, bon, parfois on enterre les tuyaux j'ai vu ça à une école de la Tour de Salvani où ils avaient peu de surface, du coup ils l'avaient fait sur 3 niveaux différents. Mais c'est vrai que c'est techniquement, ça peut être faisable dans certains cas de figure, mais ça risque d'être quand même assez compliqué. Il y aura peut-être sur un immeuble d'appartement, la première chose à faire, c'est déjà de faire de l'isolation par l'extérieur quand elle est possible et quand le bâtiment n'est pas classé, quoi. Et effectivement, et puis ça sent, si puits canadien il y a, c'est de le faire. Voilà, c'est vraiment à la construction, hein, en rénovation. Je pense que effectivement, c'est plus compliqué. Alors, Il si on faut. m'entend mal, je vais me rapprocher de mon ordinateur. Hop, et je vais vous Ouais, on redonner la t'entend bien tête. là, ça va. On Voilà. t'entend bien. Alors, quid de la multiplication des points chauds de rejet des climatisations à l'extérieur, réchauffement aggravant de l'air déjà chaud? Est-ce qu'une réglementation va voir le jour? Hmm. Effectivement, on a dit que ça réchauffait l'air déjà chaud. Alors après, par contre, moi, je ne sais pas du tout si des réglementations sont prévues sur ce sujet. Ouais, là, Je ne sais pas si sur les nouvelles réglementations, ce qui a succédé à la réglementation thermique, si on prévoit en tout cas de limiter les usages de la clim. peut-être la RE 2020
cadrer un petit peu plus. Hein, mais... Ouais, sur celle-ci, parce que ce n'était pas le cas, a priori, sur les autres. Alors, quand l'isolation extérieure est compliquée, est-ce qu'un correcteur thermique peut avoir un effet pour la chaleur estivale? Bon, la réponse est non. Hein. Un correcteur thermique, c'est comme son nom l'indique, c'est juste un petit correcteur thermique. Hein. Il n'y a pas d'inertie, de coefficient. Il y a le coefficient lambda hein, pour les isolants qui participent justement à l'inertie du matériau. Là, on n'est pas sur un matériau isolant avec des bons coefficients, c'est juste un petit correcteur. Donc, non, il n'y a pas d'effet sur la chaleur, sur les surchauffes, en fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Et puis, oui, j'avais vu Ah oui, c'est question, une bonne question pour les non spécialistes. Qu'est-ce qu'un correcteur thermique? Alors, du coup, est-ce que tu peux définir de façon simple pour les gens qui ne sont pas spécialistes? eh bien, c'est pas un isolant à proprement parler d'une certaine épaisseur, d'une certaine inertie. Hein. C'est comme son nom l'indique, un correcteur, un petit correcteur thermique. Je ne sais pas si tu as d'autres explications, Sylvain, là-dessus. Non, mais après, bon, c'est vrai qu'on entendait souvent parler notamment de la performance, par exemple, des isolants multicouches ou les isolants minces, par exemple, qui, pour moi, relèvent plus du correcteur thermique que de la performance qu'on pourra avoir sur des matériaux épais, on va dire, qui emprisonnent beaucoup plus d'air et qui sont beaucoup plus efficaces, quoi. Aujourd'hui, quand on fait de l'isolation, notamment par l'extérieur, on est sur des épaisseurs aujourd'hui d'à peu près 15 cm. Dans les combles, on monte à peu près 35 cm. Donc, voilà, on a les maisons d'il y a 30-40 ans, à l'époque, dans les combles, on mettait 20 cm. Aujourd'hui, on va sur 35, donc on a quasiment doublé. Avant, on isolait à peu près 10 cm par l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plutôt 15 et par l'extérieur. Donc, on connaît même des bâtiments où c'est du 20 cm par l'extérieur. Donc, quand on veut essayer d'aller vers du passif. Donc, voilà, en gros, c'est l'épaisseur qui va quand même. L'épaisseur va aider, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas de miracle. Sur des épaisseurs très très faibles, on ne sera pas sur. Voilà, ça va légèrement améliorer, mais ça ne sera pas très efficace. Voilà, et puis les matériaux biosourcés hein, qui participent au confort d'été. Hein, voilà, 15 cm de laine de verre, c'est pas la même chose que 15 cm de fibre de bois. Donc, voilà, la fibre de bois, enfin les matériaux biosourcés ont un meilleur déphasage thermique. Hein, ils restituent la chaleur beaucoup plus tardivement que des laines minérales standards aussi, et qui encore plus qu'un correcteur thermique, évidemment. Alors, avant de prendre la question d'avant, mais puisqu'il y a un complément, donc ouais, il pensait à un enduit Alors, épais chaud chanvre, par exemple. Donc ça, effectivement, ça peut être des choses qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas si, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de co-animer des sessions avec les collègues de l'association Oikos sur les matériaux biosourcés. En fait, de toute façon, on va dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que Alexis, c'est ce que tu dis en conseil aux particuliers. ouais, Vraiment, ça va vraiment dépendre de l'année du logement, des matériaux de gros œuvres, du niveau d'isolation, de est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits ou pas, de est-ce qu'on a le droit ou pas de toucher aux façades extérieures, est-ce qu'on est sur une zone de bâtiment classé, patrimoine historique, etc. etc. Donc, exactement. il n'y a pas de réponse toute faite, ça sera vraiment au cas Et par cas, d'où au cap, l'intérêt de prendre un rendez-vous. voilà, on Euh, prend rendez-vous et puis on en parle. Voilà, ça dépend effectivement du bâti. Si c'est du bâti ancien, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas n'importe quel matériau, hein, pisé, mâche-fer, bien sûr. Et si on va plus loin, pour le confort d'été, voilà, les matériaux biosourcés apportent un plus, hein, évidemment. Mais pas que, hein, il y a aussi l'étanchéité à l'air hein, qui est importante.
Et puis, si isolation thermique par l'extérieur des murs il y a, eh bien, voilà, il faut faire une déclaration préalable auprès du service urbanisme. Voilà, j'avais vu passer la question aussi d'un groupe extérieur. Évidemment, dès lors qu'on change l'aspect extérieur, les huisseries, l'ITE, il faut se rapprocher du plan local du PLU. Et effectivement, avant de faire quoi que ce soit, si on est en copro, eh bien, il faut se rapprocher de la copro pour avoir l'accord également aussi. Ça, c'est important. Alors, effectivement, l'enduit, par exemple, chez chambre serait adapté pour améliorer la performance d'un mur en pisé, par exemple. Exactement, Et exactement, tout à fait. surtout pas mettre un isolant étanche comme du polystyrène sur Exactement, ou un enduit ciment, voilà, effectivement. Donc du pisé, très bien, effectivement, tout à fait. Et surtout, ce qui est biosourcé éco-construction, là, vraiment dans les collègues ressources, il y a l'association Oikos, qui est sur la tour de Salvani et qui est vraiment, qui a Qui vraiment une œuvre. entité éco-construction, santé dans l'habitat, pour les gens qui ont des projets là-dessus, qui peuvent être contactés. Et puis, sachant que nous, la métropole, elle verse des aides supplémentaires pour l'usage de matériaux biosourcés. Exactement, il y a des bonus, effectivement. L'aide du Grand Lyon apporte un bonus aux matériaux biosourcés, murs, toiture, plancher bas, les huisseries bois ou bois alu également, effectivement. Voilà, parce qu'ils sont souvent Et puis un peu plus chers. Ils sont souvent plus chers que les autres, puisqu'évidemment, on est plus sur des marchés encore de niche aujourd'hui, que ce n'est pas les mêmes, évidemment, les mêmes surfaces produites que du polystyrène ou des laines minérales. Donc voilà. Voilà, les aides locales, effectivement, Sylvain, les aides locales apportent un plus vraiment sur certaines aides locales apportent un plus sur les matériaux biosourcés, effectivement. Alors, question de Marianne, l'isolation par l'extérieur, est-ce qu'on peut privilégier certaines façades ou est-ce qu'il faut tout isoler systématiquement? C'est une bonne question. Quand on fait l'ITE, bon, l'idéal, c'est d'isoler entièrement on va dire, les façades. Privilégier la façade nord, évidemment. Mais voilà, après, on peut pas on peut pas ne pas faire, ne pas isoler toutes les façades. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il faut privilégier de faire l'ITE à 100% sur toutes les surfaces. Maintenant, il y a eu certains cas de figure où effectivement, c'était du mixte, isolation ITE, façade nord et le reste en isolation par l'intérieur. Après, l'idée, évidemment, l'ITE, l'avantage, c'est de faire une rupture complète des ponts thermiques. Ça aussi, c'est l'intérêt. Voilà. L'amélioration de l'isolation d'un mur en torchis. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup nous sur le. C'est ça, ouais. On le voit pas sur le pas territoire. beaucoup. D'ailleurs, je pense à un truc effectivement. Alors c'est plus pour les professionnels, mais on a un 5 à 7 de l'éco-construction le 23 juin qui traitera de la terre crue. Le replay sera en tout cas disponible sur le site des 5 à 7 de l'éco-construction du Rhône. C'est bon, en gros, le torchis, c'est de l'argile et des fibres, donc c'est déjà pas si mal que ça. Mais voilà, en tout cas, on va être sur des bâtiments qui certainement seront classés, donc assez difficile à toucher par l'extérieur. Donc c'est vrai que bon, vous trouvez ça plutôt Alsace, Bresse, enfin voilà, Normandie, etc. C'est déjà pas trop mal en termes d'isolation thermique. Mais après, ça sera pareil. Si on veut améliorer, ça sera éventuellement par l'intérieur avec par exemple des mélanges de chaud et de chanvre. Effectivement, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait d'autres trucs? Le poids de la fibre Alors, de bois. Le poids, ouais. Est-ce trop lourd pour isoler le toit par rapport à de la laine de verre? Alors oui, effectivement, il faut d'abord savoir si la charpente, si la structure peut supporter l'isolant, effectivement. Ça, c'est important. Il y a une certaine masse volumique. Donc, il faut préalablement faire une petite étude pour savoir si ça peut supporter la charge, effectivement. Dire combien exactement, là, je ne sais plus vous répondre là-dessus, mais la différence entre les deux, sur le poids,
Mais voilà, j'ai envie de dire, entre laine de verre et fibre de bois, ce sont vraiment deux matériaux voilà, qui ont très différents pour le confort d'été, hein. Laine de verre, déphasage thermique 4h30 environ. Fibre de bois, on est plutôt sur les 8-9 heures, hein. Donc voilà, la chaleur est restituée deux fois plus, deux fois plus longtemps quoi, dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les isolants, notamment en toiture, c'est aussi fonction de est-ce qu'on parle de combles perdus, de combles aménageables, est-ce qu'on parle de sous-rampants, est-ce que, enfin, voilà, il n'y a pas une réponse toute faite, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on a comme toit à isoler. Et on a quand même pas mal de possibilités, aussi bien au niveau des matériaux, mais même des formes des isolants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du vrac, il y a des choses qu'on peut projeter, comme de la vermiculite, comme de la ouate de cellulose. Vous avez des isolants en rouleau qu'on peut dérouler. Et là, on va mettre 2 ou 3 rouleaux qu'on va croiser pour améliorer la performance. Vous avez des isolants, enfin voilà, en plaque. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'options. Et généralement, ça sera en fonction de ce que vous avez à isoler qu'on pourra amener une Effectivement. réponse, et puis en fonction du budget aussi. Alors, des exemples de matériaux isolants efficaces à la fois pour le chaud et pour le froid, pour les murs et le toit. Alors, quelques exemples de matériaux isolants efficaces pour le chaud et le froid, pour les murs et le toit. Eh bien, efficaces, les matériaux efficaces pour le chaud feront le travail pour le froid, dès lors qu'on respecte bien la résistance thermique de 3,7 pour les murs, hein, au minimum. Donc efficace pour le chaud et le froid, j'ai envie de dire, ce sont des matériaux biosourcés, hein, fibre de bois, du biofib, ouate de cellulose, par exemple, hein. Et le toit, c'est voilà, c'est la même chose, hein, tout dépend de toi, si on est sur des combles perdus ou des rampants de toiture, hein. Voilà, des combles perdus, chaud-froid, ça peut être de la ouate de cellulose, hein, sur 30 centimètres d'épaisseur, ou plus, hein, évidemment, et des rampants, voilà, fibre de bois, par exemple, hein. Mais effectivement, si vous avez des projets, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Il y a le numéro qui s'affiche. Vous nous contactez et puis si vous avez un projet voilà, de rénovation globale sur l'enveloppe, la ventilation, les systèmes, etc., revenez vers nous avec plaisir, hein. On vous conseillera là-dessus, hein, voilà. Voilà, donc vous avez un numéro de téléphone qui est valable pour les deux structures. Si je ne m'abuse, on est toujours sur taper 1, taper 2 en fonction Exactement, sur la métropole ou pas. exactement. Euh, donc voilà, bon, j'imagine que vous savez si vous êtes sur une des 59 communes de la métropole ou pas. On a des collègues pour les départements limitrophes, hein, qui font la même chose que nous sur les autres territoires, hein, des structures dans le réseau France Rénov'. Il doit y en avoir plus de 250 aujourd'hui. Il y en a même dans les territoires d'outre-mer. Donc voilà, c'est vraiment un réseau qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. Le webinaire sera disponible en replay donc sur les deux chaînes YouTube, donc à la fois celle de la LTE, celle de l'ALEC Lyon. De toute façon, si vous avez réussi à vous inscrire, normalement, vous recevrez un mail avec le lien de la visio. Ce qui fait que s'il y a des chiffres ou des graphiques, des schémas qui vous ont intéressé, que vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pourrez retrouver ça en replay d'ici, je pense, à peu près une semaine, le temps que les collègues de la com mettent ça en ligne. On avait, il me semble, un petite diapo sur un petit agenda, non? Ouais. On a les financeurs du service. Financeur du service. Donc, à la fois la métropole pour le financeur principal de l'Agence locale de l'énergie, la région et puis les autres collectivités locales, notamment pour les collègues de la LTE. Alors, est-ce qu'on avait mis un petit diapo sur, il me semble j'avais ajouté une diapo sur l'agenda. Elle a disparu. Elle a disparu. C'est pas très grave. Beaucoup d'événements, en tout cas, que ce soit sur le site de l'ALEC Lyon ou sur le site de la LTE. Donc, comme je vous disais, on a repris les événements en présentiel après une bonne phase d'interruption cause Covid. Donc, vous allez y retrouver aussi bien des visites de sites, des conférences, des ateliers, des stands sur des événements développement durable. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. On sera présent aussi sur
sur cet été, donc début juillet, sur le village, le festival Alternativa, donc festival climat au Grand Parc de Miribel-Jonage. On sera présent sur beaucoup d'événements. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, à suivre voilà, notre agenda. Vous pourrez profiter de toutes ces informations. On a terminé. Voilà, bah ça va, c'est pas assez, plus de questions. Les merci, on prend. Merci à vous en tout cas d'avoir Merci beaucoup de participé. votre écoute. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Voilà, mon cher Alexis, la tour de contrôle va te laisser atterrir maintenant. Vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Au revoir.